Welcome, everyone. I'm Dr. Aurelian Zibine, project manager of the Citizen Voices for Change project here at the University of Wolverhampton Center for International Development and Training. I'll be your facilitator for today, and we are really delighted to have you join us for this webinar series. And if you were with us yesterday, thank you again for joining. But if this is your first day, you are very welcome. Over the past 4 years of the Citizen Voices for Change project, we have achieved a lot, and there's much to reflect on during this webinar. One key thing really from the project side is the fact that we have managed, I think, to maintain, the momentum, particularly in the Congo Basin around forest and land governance processes. And we thank our donors, the EU, the FCDO, and all the project partners and other agencies that we've had the opportunity to work with the past 4 years of the project. So thank you so much again for your time. And may I take this opportunity again to thank colleagues here at CIDT and our partners for setting up this program. So really, what we're trying to do this week and today particularly is to focus on demonstrating the key gains that we've achieved, particularly around independent forest monitoring, to reflect on the challenges of IFM, but also to share some of the lessons that we've learned, and then particularly to start thinking about perspectives and way forward. So yesterday we started our webinar by looking at the key aspects of organizational development. And yesterday was really about, if you want to have effective organizations that are engaged in monitoring forest and land governance processes, they need to be viable. They need to be viable organizations. And yesterday we talked about the importance of organizational development, looking at financial sustainability. We looked at gender. We looked at strategic planning and how all of these aspects help to build viable organizations that are able to carry out independent forest monitoring. So the focus today will be on independent forest monitoring, and then the next coming days, we'll be looking at other aspects of how independent forest monitoring evidence can be used to bring about a change. And so today, our session will be on independent forest monitoring, lessons learned, and perspectives on target audiences and data quality. And it's our distinguished pleasure today to have Symphorien Asanza, who is the FLECT facilitator in the Republic of Congo. He's an expert in this area. He has a mastery of forest governance issues, independent forest monitoring, and has been a key player, particularly within the FLECT process, but also, CAFI and other actions that are going on, not only in the Republic of Congo where he works, but also in the Congo Basin and internationally. So without any time wasted, we'll have keynote presentations from Cameroon on quality management, on independent forest monitoring. We'll have lessons learned from the Democratic Republic of Congo, and then we'll have a presentation from FLAG around quality management systems as well, a new tool that it's been piloted, and then we will end our session with a presentation from one of our partners, the World Resources Institute, around the Open Timber Portal. So thank you so much again for joining. The webinar is being live streamed on CIDT YouTube channel. There is a simultaneous interpretation. So you will see in your bottom right of your screen, so you can choose your
the language that you're very comfortable with, French or English. And then if you have any questions or any comments as the presentations go along, you can use our Q&A icon there at the bottom of your screen as well to post any questions or to make any suggestions that you may have as the webinar goes ahead. So massive thanks again for joining us this morning. And I will now hand over the floor to our moderator for today, and then while I prepare the slides for the sessions. So over to you, Symphorien, and thank you very much. Merci beaucoup Aurélien de me passer la parole et bonjour à tous. Bienvenue à cette deuxième session thématique qui porte sur l'observation indépendante des forêts. Comme on le sait tous, le projet Voix des citoyens pour le changement, observation forestière dans le bassin du Congo. Le thème du projet, le titre du projet lui-même indique à suffisance l'importance de ce thème qui est central à ce projet qui a pris fin en décembre et dont nous sommes en train de réfléchir sur la meilleure manière de capitaliser les leçons apprises dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet et surtout dégager les perspectives pour améliorer la mise en œuvre des initiatives qui ont démarré dans le cadre de ce programme. Je remercie Aurélien pour son introduction et pour la précision des modalités pratiques qui vont gouverner ces échanges. Et je souhaite une fois de plus la bienvenue aux participants, particulièrement aux panélistes. Nous avons essentiellement 5 panélistes, notamment Angeline Kamdem-Modjo et Justin Kamga du FODER. Nous avons également Serge Bondo Kayebe de l'ONG OGF basé en RDC. Nous avons également Jean-Cyril Ouada de l'ONG FLAG basé au Cameroun. Et enfin, Achille Diagou de WRI. Ce matin, nous allons échanger sur la thématique de l'observation indépendante des forêts, enseignements et perspectives sur les publics cibles et la qualité des données. Comme nous le savons tous, l'observation indépendante des forêts dans le bassin du Congo, c'est une thématique qui est non seulement centrale à la gestion des forêts dans le bassin du Congo, mais qui mobilise beaucoup d'attention au regard de l'ampleur de l'exploitation illégale dans le secteur forestier et aux problèmes de malgouvernance qui ont été identifiés et qui continuent à être identifiés au fur et à mesure qu'on note de nouvelles facettes. En ce qui concerne le thème d'aujourd'hui, comme vous le savez, la thématique a connu un ensemble de défis pour lesquels les acteurs principaux se sont mobilisés pour mettre en œuvre un ensemble de solutions. Parmi les problèmes identifiés, parmi les défis identifiés, il y a les problèmes de déploiement et d'approche. Comme vous l'avez entendu hier dans les exposés introductifs, la question de la qualité des rapports a été identifiée. Ces rapports ont été jugés dans la plupart des cas de qualité insatisfaisante. Et même lorsque les rapports sont disponibles, la plupart du temps, l'usage dont l'administration
fait preuve n'est pas toujours optimale. La plupart du temps, les rapports ne sont pas suivis d'actions concrètes en termes d'amélioration de la gouvernance. La question de la durabilité des financements pour améliorer la mise en œuvre des actions d'observation indépendante a également été épinglée lors des exposés introductifs. Il en est de même de la question de l'absence de vision stratégique entre les différentes organisations qui mettent en œuvre l'observation indépendante. Comme nous le savons bien, depuis une vingtaine d'années, plusieurs approches d'observation indépendante ont été développées et certaines mandatées, d'autres non mandatées, avec un ensemble d'outils pour accompagner la mise en œuvre de ces différentes approches. On a également épinglé la question de la faible coordination entre les organisations de la société civile qui mettent en œuvre l'observation indépendante. Et donc, la session d'aujourd'hui vise à revisiter tous les outils qui ont été jusqu'à présent développés et pour améliorer la qualité de l'observation indépendante. Au rang de ces outils, nous avons le système normalisé d'observation indépendante externe récemment mis en œuvre au Cameroun par l'ONG FODER et en cours de test pilote au niveau de la République du Congo. Nous avons aussi l'outil de vérification de la qualité des missions d'observation indépendantes mises en œuvre par l'ONG FLAG et l'outil de le Open Timber Portal qui est mis en œuvre par WRI. Enfin, le système de gestion de la qualité qui est expérimenté par l'ONG OGF. Nous allons passer la parole aux différents panélistes pour qu'ils nous présentent ces différents outils, les méthodologies développées et les leçons tirées de la mise en œuvre, les principaux défis enregistrés et surtout les perspectives par rapport à l'amélioration de l'observation indépendante. Sans plus tarder, je m'en vais introduire les différents panélistes. Nous allons commencer notre session d'aujourd'hui par un exposé de FODER, notamment le binôme Angeline Mojo Kamdem et Justin Kamga de l'organisation FODER. Angeline est chef de projet et expert OI à FODER depuis 2014. Elle travaille essentiellement sur l'approche SNOI, veille à la planification, la préparation et la réalisation des missions d'OI et l'évaluation de ce SNOI, dont la mise en œuvre est calquée sur la norme ISO 9001-2015. Elle va nous en dire un peu plus lors de son exposé qui sera mené conjointement avec Justin Kamga, qui lui est coordonnateur du FODER avec plus de 16 années d'expérience dans l'aménagement et la gestion participative des ressources forestières et de manière spécifique, mais les ressources naturelles en général. Il a une expérience spécifique sur les questions FLEGT et RED+, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Notre deuxième panéliste sera Serge Mbondo de l'ONG OGF, qui lui est ingénieur agronome et qui est spécialisé sur les questions de ressources naturelles, particulièrement liées à l'eau et au sol. Il va nous présenter un exposé sur la mise en place du système de gestion de qualité et de l'Open Timber Portal, les opportunités pour l'amélioration de la qualité
de l'OI mandaté. Ensuite, nous aurons un exposé de Jean-Cyril Ouada de l'ONG FLAG. Jean-Cyril Ouada est cofondateur de FLAG et directeur des programmes. Il assure la mise en œuvre, la supervision de la mise en œuvre d'un ensemble de projets liés à l'OI et il a plus de 20 années d'expérience sur la question. Il a travaillé aussi bien sur les thématiques REDD+, que faune et forêt. Enfin, notre dernier intervenant sera Achille Diagou de WRI, qui va nous présenter un exposé sur la qualité et la portée des données de l'OI pour la mise en œuvre de la diligence raisonnée. Et Achille, lui, travaille pour WRI, comme je l'ai dit tantôt, et il est assistant technique bassin du Congo pour l'Open Timba Portal depuis 2018. En tant que tel, il coordonne et supervise les activités de sensibilisation et de formation sur la plateforme OTP. Il effectue le contrôle de la qualité des informations soumises à la plateforme et contribue à l'expansion et à la prise en main de l'OTP dans les différents pays du bassin du Congo qui sont engagés dans l'initiative, notamment la République démocratique du Congo, la République du Congo, le Cameroun, le Gabon et la RCA. Sur ce, je vais inviter notre première équipe de panélistes, Angeline Kandem-Mojo et Justin Kamga, à nous faire le premier exposé sur le management de la qualité dans l'OI, expérience du SNOI. Angeline, Justin, si vous m'écoutez, vous avez la parole. Ok, merci Symphorien. Bonjour à tout le monde. Je vais vous présenter le management de la qualité et l'expérience du SNOIE. Je veux me rappeler que tout le monde m'écoute. Dans le plan de la présentation, je vais parler de la justification et de la présentation du SNOIE. Je vais parler du SNOI et du management de la qualité dans l'OI. La contribution du SNOI à l'amélioration de la gouvernance, notamment la transparence, la redevabilité et la participation des parties prenantes. Je vais dire un mot sur les leçons apprises, les défis et les perspectives, mais également une présentation sur l'expansion de l'OI dans le bassin du Congo en termes d'opportunités et de défis. Avant de passer, je vais juste rappeler que FODER est une association écologique à vocation internationale sans but lucratif, créée en 2002, avec des activités dans 4 pays d'Afrique centrale et un pays d'Afrique de l'Ouest, et des interventions dans 3 domaines principaux que sont la gouvernance des ressources naturelles, la biodiversité et l'environnement, l'entrepreneuriat rural, et ce pour accomplir sa vision qui est celle d'une société plus juste, sans marginalisation ni discrimination, mettant ses ressources au service du développement durable. Pour Next, dans la justification du SNOI, il est important pour nous de dire pourquoi est-ce que le SNOI a été développé. C'était pour résoudre quel problème? Il y avait les problèmes de différence dans la méthodologie de réalisation de l'observation indépendante d'une organisation à l'autre. Chaque organisation utilisait son approche et ça entamait la crédibilité des résultats. Il y avait le cumul des responsabilités par une seule organisation, une seule qui faisait l'observation, la vérification, le suivi post-dénonciation. La qualité technique et éthique des rapports de dénonciation était remise en cause par l'administration forestière. Le processus de production des rapports d'OI était très long et coûteux. Il y avait également des défis en termes de délai de réaction de l'administration après transmission des rapports de dénonciation qui étaient relativement longs avec l'absence d'informations sur les suites données aux dénonciations. Il y avait également le déficit d'informations de sources indépendantes dans le domaine public sur l'application de la loi dans le secteur forestier au Cameroun. Et le SNOI entendait donc résoudre les défis de crédibilité, d'efficacité et d'efficience dans l'OI au Cameroun. Next. C'est donc quoi le SNOI? C'est quoi le SNOI? Next. Le SNOI est donc
un ensemble de procédés de surveillance de l'exploitation des ressources naturelles basés sur la norme internationale ISO 9001 version 2015 qui traite du management de la qualité et comprenant l'observation, la vérification, la communication et le lobbying. Il consiste donc à documenter et à dénoncer les violations liées à l'exploitation des ressources naturelles, forêt, mines, environnement, et à suivre et diffuser les décisions des administrations compétentes. Next. Le SNOI est le système de le SNOI est le système de management de la qualité basé sur la norme ISO 9001. Il est important de rappeler que le développement du SNOI est adossé sur l'approche processus de la norme ISO 9001, donnant ainsi les opportunités de spécialisation des OSC qui mènent l'activité d'OI et renforçant ainsi leur efficacité. Le SNOI implique la planification de la qualité en matière d'OI, avec la cartographie et l'élaboration des fiches processus, des outils associés, des instructions de travail. Nous amenons donc à adopter une politique qualité et un manuel qualité. Le SNOI implique également le contrôle de la qualité à travers les audits et les revues de direction. Nous avons par exemple le comité d'évaluation technique et éthique des rapports d'OI avant transmission à l'administration compétente. Nous réalisons les audits internes et les audits externes. Le SNOI suppose également l'assurance qualité et l'amélioration continue sur la base des résultats des audits internes et des mécanismes d'écoute des parties prenantes qui est mis en place au sein du système. Next. Le SNOI fonctionne avec un réseau d'OSC. Vous aurez une catégorie d'OSC qui est de type 1, qui intervient notamment dans le processus observation. Ils observent, ils font les missions d'observation sur le terrain, élaborent des rapports d'OI sur la base des informations primaires sur les présomptions d'illégalité qui leur sont transmises par tout citoyen lambda, qui peut être un membre de communauté, toute autre partie prenante qui peut transmettre ces présomptions d'illégalité. Sur la base de ça, ils font une étude de pertinence, réalisent des missions d'OI en communication avec l'autre type d'OSC qui assure la coordination du système normalisé d'observation. Et ils coordonnent les activités, vérifient, valident et puis communiquent, mais également organisent des audits internes. Lorsque les rapports sortent donc sont validés par la coordination, ils sont transmis au ministère des Forêts, aux administrations compétentes, avec une copie à une catégorie d'OFC qui est de type 2, qui intervient dans le processus lobbying, qui se charge de faire le suivi post-dénonciation une fois que les rapports sont transmis au ministère des Forêts. Et le SNOI inclut le système de suivi en temps réel au Cameroun, qui est un système développé par FODER avec Rainforest Foundation UK, permettant d'assurer l'implication des communautés locales dans la lutte contre l'exploitation forestière illégale à travers une application qui leur permet de transmettre en temps réel les informations sur les présomptions d'activité forestière illégale observées dans leur localité. Next. Dans les étapes de développement et de certification du SNOI, il est important de savoir que tout est passé par la consultation des parties prenantes, l'identification et la description des différents processus, la formation des auditeurs internes, la réalisation des audits internes, la réalisation des audits externes, la réalisation de l'audit de pré-certification, la certification du SNOI. Et pour aller plus loin, des audits annuels de surveillance sont organisés et aujourd'hui le SNOI est reconnu, a été certifié ISO 9001 et reconnu aujourd'hui comme étant le tout premier système d'observation indépendante certifié ISO 9001 dans le monde. Next. Quelle est la synergie du SNOI avec d'autres outils? Il faut dire que le SNOI fonctionne bien avec l'OTP parce que nous encodons régulièrement les observations issues du SNOI dans l'OTP. Nous avons contribué à travers cet encodage des observations du SNOI dans l'OTP au développement et à l'amélioration progressive des fonctionnalités de l'OTP à travers l'échange permanent avec WRI. Nous utilisons également l'OTP pour avoir accès à certaines informations pour la préparation des missions d'OI. Il y a également la synergie avec FlagWatch.
Il faut dire que beaucoup de missions du SNOI ont été déclenchées à travers des événements Flag Wash, notamment ceux correspondant à une déforestation avec forte confiance. Next, quelques contributions du SNOI. Next, quelques contributions du SNOI à la gouvernance forestière. Notamment en termes de transparence et de redevabilité, il faut noter qu'entre 2015 et décembre 2020, sur 89 rapports d'OI du SNOI que nous avons transmis au ministère des Forêts, 66 d'entre eux, notamment 74%, ont fait l'objet de missions de contrôle et vérification par le MINFOF. Et les faits dénoncés dans le cadre de ces vérifications se sont avérés pertinents. Entre 2019 et 2020, sur les 25 rapports transmis aux acteurs et agences d'application des lois, 76% d'entre eux ont connu une réaction de ces acteurs. On peut observer par exemple des sanctions aux opérateurs frauduleux dénoncés, des saisies de bois, des amendes, des suspensions de permis de certaines compagnies, des contentieux ouverts contre certaines sociétés coupables d'exploitation forestière non autorisées dans les forêts du domaine national, des sanctions contre certains agents indélicats du MINFOF et des mesures prises par les agences d'application des lois au niveau international face aux dénonciations du SNOI avec notification faite à la coordination du SNOI. En termes de participation des parties prenantes, il faut noter que le SNOI a permis l'implication des communautés, notamment à travers 126 leaders et observateurs communautaires, parmi lesquels 26 femmes et 5 membres des PA. L'implication de 6 OSC établis dans les zones d'intervention et avait un effet sur le renforcement du rôle et de l'importance de ces acteurs considérés comme de seconde zone, dans la transparence et l'application de la loi dans le secteur des forêts et plus globalement des ressources naturelles. Next. Capitalisation de l'expérience du SNOI au plan géographique et thématique. Il faut noter que la réplication du SNOI et la mise en place du SMQ en matière d'OI dans d'autres pays du bassin du Congo, tels que le Congo-Brazzaville et la République démocratique du Congo. Et on note également l'adaptation et le pilotage du SNOI dans d'autres thématiques et secteurs au niveau national et au-delà des sites en forêt avec le suivi des chaînes d'approvisionnement en bois. Next. Quelques leçons. Il faut noter en termes de leçons que l'objectivité, la fiabilité et la crédibilité des informations générées par le SNOI permettent d'améliorer la collaboration avec les différents acteurs et contribuent à renforcer la redevabilité dans le secteur forestier. La qualité impulsée par le SNOI contribue à renforcer la transparence et la redevabilité dans le secteur forestier. La qualité ne concerne pas seulement les outils, mais influence également les attitudes et les comportements des acteurs. En termes de en termes de défis et perspectives, en termes de défis et perspectives, il faut relever comme le principal défi reste l'accès aux informations, notamment certaines informations qui sont jugées confidentielles. Et il y a la généralisation de la corruption dans le secteur forestier. Il y a le financement durable de l'OI et du SNOI qui reste un défi. Et dans les perspectives, nous devons pouvoir maintenir la qualité dans l'observation indépendante, développer et tester le SNOI dans d'autres secteurs. Nous avons commencé avec les mines et poursuivre l'extension géographique et thématique du SNOI. Il y a également cette dernière diapositive qui va parler un peu de l'expansion de l'OI dans le bassin du Congo, comme en termes d'opportunités et de défis. Il faut retenir essentiellement que la corruption est un facteur de risque et un frein pour la légalité forestière. La couverture des causes structurelles de la corruption forestière et l'analyse des liens de causalité peuvent être une opportunité pour l'OI dans le bassin du Congo. Il y a le suivi aussi des chaînes d'approvisionnement en bois depuis l'attribution des titres jusqu'au marché, qui est également une opportunité. Il y a l'extension aux droits de l'homme dans le secteur forestier, notamment les droits des communautés locales et autochtones et les droits des travailleurs qui sont également une opportunité pour l'OI. L'extension avec le secteur minier, le secteur foncier et les changements climatiques, notamment, comme vous le savez, comme aujourd'hui, avec l'agenda climat qui constitue un très grand intérêt pour l'observation indépendante. Il y a aussi la légalité des agro-industries et de leurs produits.
avec, comme vous le savez, la tendance actuelle dans l'Union européenne qui est de soutenir les lois exigeant la consommation des produits issus des chaînes d'approvisionnement, zéro déforestation. Comme défi, il y a ce défi qui est toujours l'accès aux informations, la généralisation de la corruption dans le secteur, l'activation du système judiciaire et l'accès au financement sur le long terme pour l'observation indépendante. Et c'est sur ce que je vous remercie de votre aimable attention. Merci Angéline pour ce brillant exposé, suffisamment clair et synthétique. J'aimerais signaler, rappeler, comme Aurélien l'a annoncé tout à l'heure, que ceux qui ont des questions peuvent les noter dans la session dédiée, juste au pied de page, la session Q et R pour ceux qui sont connectés, pour ceux qui suivent le séminaire en français, et Q&A pour ceux qui suivent le webinaire en anglais. Donc, nous avons tous suivi avec attention l'exposé d'Angéline qui a souligné quelques leçons apprises de la mise en œuvre du SNOI, mais aussi quelques acquis du SNOI en termes d'amélioration de la transparence et de la redevabilité, et aussi en ce qui concerne l'amélioration de la participation des parties prenantes à la surveillance des forêts, notamment les communautés locales. Et particulièrement, elle s'est appesantie sur les défis, l'un des principaux étant l'accès à l'information. Heureusement, dans son exposé, elle a aussi signalé la synergie qui est en cours avec d'autres outils pour permettre d'améliorer cet accès à l'information, notamment l'OTP et FlectWatch. Nous allons prendre quelques questions pour Angéline avant de passer à la deuxième présentation. Nous avons enregistré une question de Chofozo Théophile qui porte sur la certification du SNOI. Il demande si le SNOI a déjà été audité depuis sa certification. Si oui, est-ce que Angéline peut partager quelques informations là-dessus, y compris les résultats principaux de cet audit de certification. Une deuxième préoccupation, comment est-ce que Angéline et les collègues du FODER gèrent les menaces lors de la collecte des données en matière d'observation indépendante, et quelle collaboration avec le ministère en charge des forêts? Angéline, est-ce qu'on peut avoir des éléments de réponse sur ces deux premières préoccupations? Merci, c'est Symphorien. Merci également pour la pertinence des questions qui sont posées. À la première question de savoir si depuis la certification du SNOI, il a encore été audité, la réponse est oui, parce que le SNOI est audité chaque année. Il y a l'audit de surveillance qui se fait chaque année, et c'est après ce deuxième audit qui a été réalisé dernièrement que le SNOI a maintenu son certificat. Et pour les résultats produits, c'est les résultats que j'ai présentés dans la diapositive sur les résultats qui ont été produits dans le cadre du système, notamment en termes d'application des lois, en termes de redevabilité, en termes d'implication des parties prenantes. Et concernant la question sur comment on gère les menaces lors de la collecte des données sur le terrain et la qualité de notre relation avec le ministère des Forêts,
il faut dire que il faut réaliser dans le cadre de l'observation indépendante, il faut justement mettre en place des stratégies de gestion des risques. Si la menace est constituée comme un risque, il faut pouvoir anticiper déjà pendant la préparation, pendant la planification et la préparation d'une mission d'OI, pour voir comment est-ce qu'on anticipe sur ce risque qui peut être constitué de menaces des acteurs divers. Et concernant notre relation avec l'administration des forêts, la relation est bonne, elle est bonne parce que comme vous allez constater, il y a plusieurs missions conjointes que nous réalisons avec l'administration des forêts. Il y a cet échange et cet échange de correspondance permanente avec l'administration des forêts et aussi leur participation à nos ateliers, à nos rencontres multi-acteurs qui constituent pour nous des mécanismes d'écoute des parties prenantes, à nos rencontres formelles et informelles et aussi des réunions multi-acteurs. Leur participation également au niveau parfois du comité technique et éthique. Ils sont parfois présents dans le comité d'évaluation des rapports d'OI et aussi le mécanisme d'écoute qui est mis en place permet vraiment pour nous de collaborer de manière permanente avec l'administration des forêts. Merci Angeline pour ces éléments de réponse. Nous allons prendre également les deux autres questions avant de passer au prochain exposé. Nous avons une question de Clément Ateba Logo qui demande si le SNOI ne fait que de la dénonciation et le lobbying, ou alors il y a un volet pédagogique, il y a aussi un volet pédagogique en direction des parties prenantes. Et une dernière question avant de passer au prochain panel qui porte sur le niveau d'harmonisation de l'approche avec et de coordination entre les différentes organisations impliquées dans le SNOI. Quelle appréciation vous faites de ce niveau d'harmonisation aujourd'hui? Ok, merci beaucoup. Concernant la première question sur est-ce que le SNOI fait rien que de la dénonciation et du lobbying, est-ce qu'il n'y a pas un volet pédagogique en direction des autres parties prenantes? La réponse est non. Le SNOI ne fait pas uniquement de la dénonciation et du lobbying. Dans les processus du SNOI, nous avons carrément un processus sur le développement des compétences et qui nous permet de temps en temps de faire de la formation en direction des acteurs, des autres parties prenantes impliquées dans l'observation indépendante, mais également à travers des ateliers multi-acteurs que nous organisons dans le cadre du système. Nous sommes en contact avec les diverses parties prenantes dans le cadre de ce volet pédagogique. Et c'est une réunion que nous menons une fois tous les ans et qui est un principe du système. Nous faisons cette réunion une fois tous les années qui regroupe tous les acteurs, toutes les parties prenantes du secteur forestier. Il y a aussi le CTE qui a également un volet pédagogique en direction des autres parties prenantes parce que ce système est également composé de divers acteurs. Le CTE, le comité est également composé de divers acteurs ayant des compétences au profil divers pour pouvoir élaborer évaluer les rapports d'observation indépendante. Et aussi, concernant l'approche de coordination et d'harmonisation, quelle est notre appréciation? Pour nous, l'appréciation, elle est bonne parce que jusqu'aujourd'hui, nous parvenons à obtenir de bons résultats avec cette harmonisation de l'approche d'observation indépendante, notamment basée sur des outils, des standards du management de la qualité, des procédures, des processus du management de la qualité qui sont utilisés dans cette approche harmonisée. Nous parvenons à obtenir jusqu'à présent des résultats assez intéressants en matière d'observation indépendante et de qualité des rendus issus de l'observation indépendante et du suivi indépendant des activités forestières. Nous allons passer à la dernière question qui est celle de Monsieur David Young qui demande si tous les changements enregistrés, tous les défis qui ont été mentionnés
sont restés les mêmes tout au long de la vie du projet CV4C, ou s'il y a eu de l'évolution entre-temps, étant donné que quelques-uns des défis qui ont été cités existaient déjà bien avant la mise en œuvre du projet. Ok, je crois que parmi les défis, notamment l'accès dans des concessions forestières pour faire l'observation indépendante, ce défi s'est amélioré tout au long du projet CV4C, mais également avec la contribution du système de suivi en temps réel dont l'organisation, le système permet d'avoir des observateurs communautaires et des leaders communautaires. Et parmi ces leaders communautaires, nous avons les comités paysans forêt qui sont, comme vous le savez, comme moi, qui sont un démembrement de l'organigramme du ministère des Forêts. Et ces comités paysans forêt faisant partie des observateurs communautaires ou des leaders communautaires ont facilement accès dans des concessions forestières et peuvent facilement transmettre les informations en temps réel à travers l'outil développé par FODER et Rainforest Foundation UK, c'est-à-dire le Forest Link, qui fait également partie intégrante du système du SNOU. Donc, nous avons déjà nous avons eu cette possibilité de pouvoir commencer à relever ces défis d'accès à certaines informations, notamment des informations physiques dans les concessions forestières. Il y a aussi peut-être le défi lié à le défi concernant l'administration forestière qui avant pensait que l'observateur indépendant externe voulait se substituer au contrôle forestier. Ce défi a été relevé grâce au mécanisme d'écoute qui a été mis en place, dans le système, nous permettant à chaque fois de communiquer avec les parties prenantes, mais également aussi à l'implication du ministère des Forêts dans le comité d'évaluation des rapports, parce que le ministère des Forêts est le premier destinataire des rapports du système normalisé d'observation indépendante. Et grâce au mécanisme de management et d'écoute qui a été mis en place, le ministère a désormais compris que l'observateur indépendant externe ne veut pas se substituer au contrôle forestier, que l'observateur apporte juste une contribution à la mise en application de la stratégie nationale du contrôle forestier. Je crois que c'était des éléments de réponse à cette dernière question. Merci Angeline pour tous ces éléments de réponse. Il y a aussi des questions qui portent sur le contenu de l'exposé, notamment le comité d'évaluation technique et éthique et sur les questions d'ordre logistique, notamment est-ce que l'ensemble des présentations seront partagées. Je pense que les organisateurs donneront des éléments de réponse directement dans la partie réservée aux échanges. Sur ce, j'invite le second panéliste, Serge Bondo-Kayebe, de l'Observatoire de la gouvernance forestière basé en RDC, a fait son exposé sur la mise en place des systèmes de gestion de qualité et de l'Open Timber Portal, opportunité pour l'amélioration de la qualité de l'eau mandatée. Serge, tu as la parole. Oui, merci beaucoup, Symphorien, pour la parole. Bonjour à tous. Et donc, nous allons ce matin vous présenter les opportunités que deux outils, le SMQ, le système de management de qualité, et l'Open Timber Portal nous ont offertes pour travailler à l'amélioration de la qualité de l'eau mandatée, qui, signalons, est un outil qui s'appuie sur un arrêté du ministre de l'Environnement de la RDC en charge des forêts. Et cet arrêté porte sur le règle de contrôle forestier. Et donc, il est clairement dit dans cet arrêté que l'OI, en fait, qui est un regard extérieur en fait, au système officiel de contrôle forestier, accompagne les administrations en charge du contrôle forestier lors de ces missions régaliennes. Et donc, nous allons, à travers ces présentations, vous présenter, vous donner quelques images, en fait, des améliorations qu'on a pu obtenir grâce à l'utilisation de ces deux outils. Next. 4 constats principaux ont été faits au tout début du projet.
Donc, c'est ce que nous allons essayer de vous présenter. Premièrement, en termes de... dans le sommaire de notre présentation, on aura les principaux constats qu'on a pu relever. Deuxièmement, nous allons vous présenter les deux approches utilisées, l'Open Timber Portal et les systèmes de management de qualité. En troisième lieu, nous allons vous présenter quelques impacts qu'on a pu obtenir grâce à l'utilisation de ces outils. En dernier lieu, nous allons vous présenter quelques perspectives. Next. Et donc, comme je disais tantôt, les principaux constats qui ont été faits au tout début du projet étaient notamment liés à l'absence d'informations sur la gravité des infractions au regard du cadre juridique des exploitations forestières. On pouvait par exemple dire qu'un exploitant X a commis telle infraction, mais sans pour autant donner en fait, l'ampleur de cette infraction au regard de la loi forestière ou de ses mesures d'implication. Donc, il était pratiquement impossible de dire sur une échelle de 1 à 3 à quelle échelle se situait, à quel niveau se situait la gravité de cette infraction. Donc, voilà l'un des constats qui a été observé au tout début du projet. Aussi, il était observé que dans nos rapports, disons les rapports de l'OI mandatés, les termes utilisés étaient techniques. Et donc, il était pratiquement impossible pour des personnes qui ne sont pas très attachées au contexte du bassin du Congo de comprendre certains termes. Troisièmement, en fait, au tout début du projet CV4C, nous avions en fait constaté qu'il y avait une absence de synergie d'action au sein de la société civile pour aider en fait au renforcement du plaidoyer autour du travail qui est fait au niveau de l'observation indépendante mandatée. Et enfin, comme constat, il a été observé en fait des conflits récurrents avec certaines parties prenantes, notamment l'administration forestière qui souvent conduit au blocage d'ordre de mission, mais aussi au secteur privé avec des incompréhensions autour de l'approche utilisée. Et donc, voilà un peu ces 4 principaux constats qui ont été faits au début du projet. Next. Alors, pour traiter de ces questions, nous avons utilisé l'OTP comme une plateforme de planification et de renforcement des capacités des membres de l'OI. En ce sens que, grâce à l'Open Timber Portal, les principales phases de réalisation d'une mission d'observation indépendante, notamment la phase de préparation et la phase d'exécution des missions, sont pris en compte de manière vraiment rigoureuse. Notamment en ce qui concerne les données qui sont les informations disons, qui sont disponibles au niveau de la plateforme, des données qui ont été publiées par les entreprises forestières, mais aussi des informations qui sont contenues dans la carte forestière qui est en lien avec l'OTP selon des outils qui sont développés par WRI. Nous pouvons en fait, lors de la phase de planification et de préparation, utiliser ces informations et commencer déjà à faire une revue documentaire avant même d'aller sur le terrain. Et ça réduit considérablement le temps et même le coût de réalisation d'une mission. Et il y a aussi 2 niveaux de contrôle de qualité qui sont utilisés. Après la collecte des informations sur le terrain, lors de l'élaboration des rapports, nous procédons en fait à un contrôle de qualité de niveau 1 et 2 pour en fait faire une sorte, je dirais, de triangulation entre les faits qui sont observés, mais aussi les lois et ces mesures d'application au regard des preuves qui sont collectées sur le terrain. Faire en fait une sorte de triangulation afin que les données qui sont produites, les informations qui sont contenues dans les rapports de l'OI soient les plus fiables que possible. Et donc cet outil, également l'Open Timber Portal, est utilisé, comme je disais, pour une prise en main en fait, des jeunes observateurs indépendants à travers le pays. Le deuxième outil que nous avons utilisé, c'est le système management de qualité pour l'amélioration de l'observation indépendante mandatée. En fait, comme je disais dans le premier diapo, il y a eu, face au constat des blocages et des relations souvent tendues, souvent dégradées avec les autres parties prenantes, notamment le secteur privé et l'administration, en fait, il nous a été recommandé dans le cadre de ce projet d'essayer une approche intéressante, le système de management de qualité. En fait, cette approche a utilisé un certain nombre de phases pour nous permettre en fait, d'entamer en fait, la mise en œuvre ou la mise en place de cet outil.
Notamment, nous avons commencé par une analyse en fait, du contexte dans lequel nous évoluons, le contexte politique, vous savez, qui est souvent tendu avec les changements des gouvernements, le contexte économique, le contexte social, technologique, le contexte environnemental, et puis le contexte juridique du point de vue légal, le contexte dans lequel nous évoluons. Et donc, le début de la mise en œuvre de ce système a permis, en fait, à faire une analyse sur l'ensemble du contexte dans lequel OGF évolue. Ensuite, il a été question de faire une analyse SWOT sur les forces et les faiblesses, ainsi que les différentes opportunités et menaces qui sont face à nous. Et donc, ce système a permis, en fait, de procéder à cette analyse. Et donc, à l'issue de ces deux analyses faites, c'est-à-dire l'analyse du contexte et le contexte général dans lequel nous évoluons, mais aussi l'analyse du contexte interne de l'organisation, nous avons pu cartographier, en fait, un ensemble de processus qui sont regroupés en trois grands groupes, c'est-à-dire le processus management, le processus de réalisation ainsi que le processus support. Et donc, le processus management avec ces deux sous-processus nous ont en fait conduit à l'élaboration, à élaborer en fait une stratégie organisationnelle, mais aussi une stratégie qui va conduire à la mise en œuvre effective du SMQ, non seulement s'arrêter à la mise en œuvre, mais aussi travailler à son amélioration. Deuxièmement, c'est le processus réalisation qui a conduit à l'élaboration de deux procédures, notamment une procédure qui va essentiellement s'occuper sur la réalisation d'une fonction indépendante mandatée. Et là-dedans, il y a les aspects des relations avec les différentes parties prenantes qui sont également prises en compte, mais aussi les aspects techniques qui sont propres à la conduite d'une mission d'observation indépendante mandatée. Et donc, comme OGF a aussi une vocation de travailler au renforcement des capacités des différents acteurs, membres de la société civile qui œuvrent dans le secteur du monitoring des forêts, nous avons également jugé opportun, dans le cadre de la mise en œuvre de notre SMQ, de travailler sur un processus de renforcement des capacités, tant au niveau interne qu'au niveau externe. Et donc, depuis un certain temps, nous avons commencé en fait, à travailler avec des jeunes observateurs indépendants au niveau interne, mais cette approche également est utilisée pour appuyer les autres organisations de la société civile pour améliorer leurs techniques d'observation indépendante. Enfin, c'est le processus support qui, en son sein, comporte la gestion des ressources financières et la gestion des ressources humaines pour appuyer en fait le développement interne de l'organisation. Next. Les principaux impacts qu'on a pu recueillir grâce à l'utilisation de ces outils, notamment, nous pouvons citer la signature récemment d'un nouvel arrêté sur les modèles d'accord constituant la constitution du cahier des charges. Parce que cet arrêté, nous estimons qu'il est important dans la mesure où il donne beaucoup de responsabilités en fait, aux communautés qui sont en fait, les principaux, je dirais, bénéficiaires de l'exploitation forestière. Mais aussi, nous avons pu obtenir, grâce à ce travail d'observation indépendante, les recommandations qui sont formulées au ministre, la révision d'un arrêté, un arrêté essentiel à la conduite des pratiques forestières, l'arrêté 84 qui porte sur les conditions d'exploitation des bois d'œuvre. Pour ce qui est du plaidoyer, actuellement, OGF travaille dans le cadre d'un réseau, les RENOI, un réseau que nous avons mis en place, qui, ces réseaux aussi travaillent avec le plus grand réseau des organisations de la société civile en RDC, le GTCR, pour renforcer le plaidoyer de tout le travail qui est fait au niveau de la forêt indépendante, pour aider en fait à faire avancer ou améliorer toutes les questions qui touchent à la gouvernance forestière en RDC. Vous avez suivi récemment toute la problématique qui entoure la délivrance de manière illégale des concessions forestières. Et donc là-dedans également, un travail est fait pour que les plaidoyers puissent avancer. Et par rapport aux impacts que nous avons pu obtenir dans le cadre des approches d'OI, j'avais cité précédemment l'adoption de l'approche contrôle qualité. Nous avons pu obtenir la prolongation du mandat. Donc, notre mandat actuel
par décembre 2020 à décembre 2025. Donc, nous avons pu obtenir 5 ans de rallonge du mandat. Et donc, nous avons pu également, grâce au travail d'OI, obtenir une saisie de 1200 grues illégales et 44 PV de contrats d'effraction dressés juste sur une mission. Donc, voilà un peu quelques impacts que nous pouvons lister. Next. Alors, en termes de perspective, nous sommes, je dirais, déterminés à avancer avec la mise en œuvre du SMQ, notamment à travers la validation des différents outils qui ont été développés jusqu'à présent. Là, actuellement, nous travaillons effectivement sur la validation de ces outils. Ensuite, il sera question de les mettre en œuvre. Nous envisageons également, entre-temps, pour avancer jusqu'à la réalisation des audits de qualité interne, comme Angéline l'a dit. Le SMQ est basé sur la norme ISO 9001. Donc, avant cela, nous allons d'abord travailler à la formation des auditeurs qualité interne au niveau des OGF. Donc, c'est là qu'après que nous pouvons envisager, je dirais, une session d'immersion au sein des FODER pour en fait voir quelles sont les différentes, je dirais, contraintes auxquelles ils font face dans la mise en œuvre de leur SMQ afin de nous aider également à améliorer certaines étapes qui sont contenues dans notre propre SMQ. Et donc, enfin, dans le cadre de l'Open Team Portal, nous envisageons en fait de poursuivre le travail de déploiement de l'OTP en province, un travail qui a commencé depuis 2019. Et ce travail consiste en fait à apporter l'information et la formation en fait aux différentes OEC qui évoluent en province sur les questions d'observation indépendante des forêts. Et donc, voilà un peu ces 6 points qui constituent nos perspectives pour les futurs. Je crois qu'avec ça, j'ai fini. Merci pour votre aimable attention. Merci Serge pour ce brillant exposé qui a permis de revisiter ce système de management de la qualité en lien avec l'OTP. Nous allons nous avons enregistré quelques questions, notamment celle de Christiane Zebazé qui revient sur les défis liés à la collecte de données. Elle souhaite savoir, s'il y a des défis liés à l'usage de l'outil OTP, si oui, lesquels, et comment est-ce que ces derniers ont été surmontés. On a également une question de M. Paul Takou qui demande quel est le niveau de collaboration avec les autorités locales dans la collecte de données. Est-ce que Serge, tu peux d'abord prendre ces 2 premières questions? Ok, merci Christiane pour ta question. En fait, l'un des défis majeurs à l'utilisation de l'OTP, je dirais que en fait, c'est un défi lié à la technologie. L'outil fonctionne essentiellement en ligne et nous n'avons pas, je dirais, une très bonne qualité de connexion Internet. Et ça peut paraître effectivement un défi majeur à l'utilisation des données qui sont directement disponibles dans l'OTP. Alors, l'autre défi, c'est en fait, je dirais également les réticences en fait, de certaines entreprises forestières de publier ou de mettre de manière, je dirais, libre leurs informations sur l'Open Team Portal. Et ces informations qui sont effectivement essentielles lors de la phase de préparation des missions pour être utilisées dans un premier temps comme lors de la revue documentaire. Donc, je crois que Achille reviendra sur ça parce que c'est essentiellement WRI qui travaille sur cette approche d'amener les entreprises forestières à mettre leurs informations ou leurs documents
sur la plateforme. Et donc, pour M. Paul Takou, le niveau de collaboration, en fait, se situe au niveau de la signature en fait, d'un protocole d'accord que nous avons avec l'administration forestière. Je l'ai dit, nous avons pu obtenir la prolongation de notre mandat. Nous travaillons essentiellement sur base d'un mandat officiel qui nous est délivré par le gouvernement via le ministère en charge des forêts. Et ce mandat, en fait, nous permet d'accéder aux informations au niveau des administrations forestières, mais aussi grâce à ces mandats, nous accompagnons l'administration en charge du contrôle forestier lors de ces missions régaliennes, grâce notamment à la signature de notre émission qui est délivrée par l'autorité en charge de la gestion forestière. Voilà un peu ce que je peux dire en termes des liens qui nous y unissent avec l'administration forestière et ces liens qui est essentiellement établi grâce au mandat que nous avons. Merci Serge pour ces éléments de réponse. Peut-être une dernière préoccupation qui est celle liée à la collecte de données. Comment est-ce que vous collectez les données qui sont dans l'OTP? C'est vrai qu'on a un exposé plus spécifique sur l'OTP qui va être présenté par Achille plus tard de WRI. Peut-être qu'on pourrait garder cette préoccupation-là et la reprendre lors de la présentation d'Achille. Sur ce, je vais inviter le prochain panéliste à nous présenter son exposé. Il s'agit de Jean-Cyril Ouada de l'ONG FLAG. Jean-Cyril, est-ce que tu peux nous présenter ton exposé qui porte sur l'outil de vérification de la qualité d'une mission d'observation indépendante? Oui, merci, Symphorien. Je vais commencer mon propos liminaire par un constat. Il est clair depuis hier que la plupart des exposants ont évoqué la question de la qualité. Il s'avère donc que la qualité en termes d'observation indépendante constitue un défi majeur qui est celui de tous les observateurs indépendants qui travaillent dans ce sous-secteur-là. Et c'est de ce constat-là que vient ce petit outil, qui est un outil facile d'utilisation que nous avons voulu appeler le VQM ou vérification de la qualité d'une mission d'observation indépendante. Next. Et pour vous présenter cet outil, je me suis attelé à partir de la genèse de l'outil, de présenter son architecture et son fonctionnement, de présenter le bilan actuel de l'utilisation de cet outil et des perspectives à venir pour cet outil-là. Next. Il est clair que le projet CV4C, et depuis hier on l'évoque, le projet CV4C, dont l'un des résultats était l'amélioration de la qualité de l'observation indépendante, il est clair qu'il y a un certain nombre de problèmes qui ont été relevés durant la phase de mise en œuvre de ce projet, notamment les problèmes liés aux informations qui sont produites par les observateurs indépendants, les problèmes liés à la description des faits qui sont présentés par ces observateurs indépendants, mais aussi des problèmes liés à la documentation de ces faits et à leur analyse. Donc, l'autre fait aussi qui ressort des différents observateurs indépendants ou différentes activités menées par les observateurs indépendants, c'est que dans le cadre du déploiement de l'Open Tibor Portal qu'on a évoqué tout à l'heure, le constat a été fait que plusieurs observations émanant des rapports produits par les observateurs indépendants, partenaires au projet, n'ont pas satisfait aux exigences de qualité requises pour être publiés sur cette plateforme, ce qui était un problème.
donc, face à ce problème-là, un certain nombre d'actions ont été prises. Il y a eu des formations dans le cadre du projet en audit. Il y a eu la revue des rapports de certaines organisations du consortium par FLAC. Il y a eu la relecture en commission ad hoc, interne ou externe, des observateurs indépendants, des rapports de ces observateurs indépendants. Et tout ceci visant à améliorer la qualité des problèmes relevés. Mais toutefois, il y a un certain nombre de problèmes qui ont persisté, d'où l'idée de ce petit outil-là, Next. Et l'outil en question, que j'appelle le VQM, comme je l'ai dit tantôt, vise à évaluer la préparation d'une mission, en fait, les investigations sur le terrain et la qualité du rapport sur la base des critères de pertinence, cohérence et des preuves. Donc, il s'agit ici de passer en revue le rapport, le mettre dans une moulinette, si vous voulez, pour qu'on puisse dire si le rapport en question est un rapport qui mérite d'être publié. Et l'outil, il est destiné à qui? Il est principalement destiné aux acteurs qui mènent l'observation indépendante en interne, qui peuvent faire une évaluation du rapport avant que le rapport ne soit rendu public. Next. L'outil, il est en fait réparti en 3 modules. Les 3 modules que je n'ai pas encore évoqués là. Les 3 modules sont la question de la vérification de la qualité de la mission, la vérification de la qualité des investigations et la vérification des éléments en annexe qui peuvent aider justement à s'assurer que le rapport qui a été rendu public est un rapport de qualité. Donc, il est structuré en 3 éléments. 3 pages en fait. La première page qui est la page mission, la seconde qui est la page rapport et la troisième qui est la page annexe. La page mission qui est un peu la page d'ouverture est à 4 éléments. Le premier élément, c'est l'onglet de navigation. Cet onglet permet d'aller d'une page à une autre. Le deuxième élément, c'est l'onglet, ou la deuxième rubrique, c'est l'onglet qui concerne les différentes phases de l'observation indépendante et leur contenu. La troisième rubrique est celle qui concerne l'accès rapide aux différentes pages ou à la page de commentaires du rapport. La 4e rubrique est le bouton d'accès à la page annexe qui permet de voir les vérificateurs qui donnent les éléments à celui qui fait l'évaluation du rapport, qui lui donne les éléments qui peuvent l'amener à dire si le rapport est un rapport de qualité ou non. Next. Donc, la première page qui est celle ou la deuxième page qui est celle de la rubrique concernant les phases d'OI est une page qui va de l'étape de planification de la mission à l'étape de conduite de la mission sur le terrain jusqu'à l'étape du rapportage. Et cette rubrique donne spécifiquement les éléments sur la qualité de la mission et la qualité de l'observation indépendante et son contenu. Elle décrit explicitement les différentes étapes de l'OI, notamment les éléments de la préparation, la conduite de la mission et le rapportage. Elle précise de ce fait, à chaque étape, ce qu'il faut vérifier et les moyens de vérification. On peut ainsi se poser la question de savoir sur quoi est-ce qu'a porté l'investigation et voir quel est le contenu du rapport par rapport à cet élément-là. On peut se poser la question de savoir la démarche qui a été utilisée, est-elle reproductible? Est-ce que cette démarche peut permettre à quelqu'un qui a le rapport d'aller sur le terrain, d'aller vérifier et d'avoir les mêmes résultats
par rapport à ce qui a été mis dans le rapport. Donc, ce sont ces éléments, des éléments comme ceux-là qu'on retrouve, au niveau de cette page-là. Next. La page qui suit, c'est la page du rapport, en fait. C'est une page qui est structurée en 4 éléments. Le premier élément donne l'identification, donne le nom du rapport, permet d'identifier le rapport, il s'agit de quel rapport, le rapport a été effectué dans quelle zone. Donc, ce sont les éléments qui permettent d'identifier le rapport. La deuxième section de cette page-là concerne les rubriques de vérification. Nous avons 9 critères d'analyse du rapport. Ces 9 critères d'analyse du rapport permettent de regarder si les éléments qui sont formulés dans le rapport sont des éléments qui permettent d'attester que celui qui est allé sur le terrain, ou alors l'information qui est produite est une information de qualité, c'est une information crédible, c'est une information qui est capable d'être rendue publique. La section suivante de cette page-là, c'est la section de la zone de saisie. Donc, l'opérateur ou bien l'observateur indépendant saisit l'élément qu'il a mis dans son rapport à ce niveau-là. En tout cas, le vérificateur, celui qui fait la vérification du rapport, saisit l'élément à ce niveau. On peut ainsi voir, par exemple, si les formules utilisées sont des formules chiffrées. Est-ce que la consultation appropriée ont eu lieu et les résultats de ces consultations ont été documentés? Donc, ce sont ces éléments qu'on peut retrouver dans cette section-là. Et puis, la 4e section, qui est celle de la recommandation finale, qui dira si le rapport doit être amendé, si le rapport doit être rendu public ainsi, ou alors s'il faut complètement, il faut que l'observateur indépendant redescende sur le terrain pour aller collecter des informations supplémentaires. Pour aller collecter des informations complémentaires. Donc, voilà les éléments de cette page de rapport. Next. La page suivante, qui est la page annexe, c'est la page qui donne les éléments sur les vérificateurs. Est-ce que on peut se poser la question de savoir est-ce que nous avons vérifié toutes les limites sur le terrain? Est-ce que nous avons vérifié tous les documents qu'il fallait? Donc, ce sont les indicateurs qui sont donnés au niveau de la page annexe au vérificateur du rapport. Next. Donc, avec cet outil qui n'est pas très vieux, il faut le dire, nous l'avons développé en mi-parcours du projet. Nous avons pu analyser 2 rapports de mission publiés par qui et dont un est publié par FLA. Nous avons pu travailler avec 4 OSC de la sous-région dans la production de leurs rapports, avec des relectures et puis des publications d'un certain nombre de rapports, les OSC membres du consortium. Nous avons pu rendre public avec les partenaires du consortium et réviser environ 15 rapports, un peu plus de 15 rapports, je dirais ainsi, produits par les observateurs indépendants du membres du consortium. Et nous avons aussi travaillé avec 6 organisations externes au consortium CV4C dans la production de leurs rapports et l'encodage de leurs rapports dans l'OTP Next. En termes de perspective, qu'est-ce que nous voyons? Comment nous voyons cet outil? Il faudra le compléter, bien sûr, avec un certain nombre de fonctionnalités qui manquent. Il y a la vulgarisation de cet outil au niveau des partenaires de la plateforme africaine des observateurs indépendants. Il y a l'utilisation de l'outil pour un diagnostic des besoins en renforcement des capacités des observateurs indépendants, parce que cet outil, il faut le dire, permet aussi de voir les lacunes qu'on peut noter dans la production des rapports des uns et des autres. Et nous pensons aussi à l'automatisation de l'outil et vers une version 2.0. Et pour ce faire, nous avons prévu une petite vidéo qui vous montre un peu comment nous voyons la suite de cet outil. Bon, pour faire simple, hein, nous pensons automatiser l'outil de telle sorte que les éléments que nous avons cités plus haut soient des éléments qui sont rendus automatiques, de telle sorte qu'il y ait moins de subjectivité dans l'analyse des rapports ou bien
d'éléments qui permettent de passer à côté d'un certain nombre de manquements par rapport aux rapports qui sont produits. Donc, voilà un peu présenter cet petit outil que je dis, que j'appelle user-friendly, un petit outil d'utilisation facile qui peut donner la possibilité aux observateurs indépendants d'améliorer la qualité de leurs rapports avant qu'ils ne soient rendus publics. Sur ce, je vous remercie. Merci Serge, merci Jean-Cyril pour ce brillant exposé qui nous a permis de revisiter le contenu des rapports de missions d'observation indépendante dans une approche méthodologique visant à en améliorer le contenu. Nous avons revisité l'architecture de l'outil et eu droit à une présentation d'un bilan assez prometteur compte tenu de la durée de l'initiative. Et pour le moment, je pense que les deux rapports d'enquête réalisés, dont un a déjà été publié, indiquent que, en termes de perspective, l'outil dans son ensemble est assez prometteur, même si on a aussi noté dans tes commentaires la nécessité de compléter les autres fonctionnalités de l'outil et la nécessité de le vulgariser auprès d'autres partenaires, notamment ceux de la plateforme africaine des observateurs indépendants. Nous n'avons pas enregistré de questions spécifiques. Si, finalement, quelques questions spécifiques pour Jean-Cyril. Jean-Cyril, il y a Joël Hervé Mounpen qui veut savoir comment est-ce que les ONG qui sont basées dans des zones à faible couverture Internet réussissent à exploiter l'outil de préparation des missions. Et une deuxième question qui vient de Monsieur Eban Minko, qui s'adresse à l'ensemble des panélistes et qui porte sur les complémentarités et la similitude entre les différents outils. Avec la permission de Monsieur Minko, nous allons garder sa question pour la dernière série de questions-réponses puisqu'elle s'adresse à tous les panélistes. Est-ce que, Jean-Cyril, tu peux répondre à la question de Monsieur Joël Mounpen? Comment est-ce que les communautés qui sont dans les zones à faible couverture Internet arrivent à utiliser l'outil VQM dans la préparation de leur mission d'OI? Oui, merci. Merci pour la question, Joël. L'outil VQM est un outil qui est, je dirais, post-mission. C'est-à-dire qu'il est utilisé par ceux qui font la vérification de la qualité de la mission, de la qualité du rapport. Il peut aussi être utilisé en interne par l'organisation. Il faut dire aussi que l'outil n'est pas un outil qui nécessite une connexion Internet. L'outil est monté sur un logiciel sur Excel et il ne nécessite pas une connexion Internet. Il peut être utilisé effectivement pour la préparation de la mission en amont, mais à la base, on pensait qu'il est possible pour une organisation de faire du contrôle interne de la qualité de la mission en utilisant cet outil, de la qualité du rapport en utilisant cet outil. Donc, il n'y a pas besoin forcément d'avoir Internet pour utiliser l'outil. Donc, voilà si je peux répondre à Joël. Merci pour la question.
Merci Jean-Cyril pour ces éléments de réponse. Et peut-être une dernière question de Sarah Fumé qui voudrait savoir si l'outil VQM pourrait être automatisé vu qu'il nécessite une analyse quantitative de contenu. Oui, l'idée, c'est de le rendre, de l'automatiser au maximum. Il y a certainement des aspects où on aura besoin toujours de l'analyse de celui qui utilise l'outil. Mais l'idéal serait vraiment de l'automatiser au maximum. Au moins d'avoir les fonctionnalités les plus critiques qui peuvent prêter à interprétation, qui peuvent prêter à subjectivité dans l'analyse de la qualité du rapport. Au moins que ces éléments-là soient rendus automatiques pour qu'on évite d'avoir des rapports qui sont relus, qui sont analysés par plusieurs acteurs, mais qui gardent quand même des failles, qui gardent quand même un certain nombre de lacunes et qui sont rendus publics sur la toile. Et vous savez que la question de la crédibilité de l'observation indépendante, la question de la crédibilité des informations produites par les observateurs indépendants est le ventre mou en fait de ce travail d'observation indépendante-là et qui a souvent fait couler beaucoup d'encre et de salive. Donc, c'est très important pour nous d'améliorer la qualité justement en mettant un verrou comme celui-là qui permet d'avoir des rapports de qualité sur la toile. Merci. Merci Jean-Cyril pour tous ces éléments de réponse. Nous allons passer la parole à notre dernier intervenant et ensuite nous allons revenir sur certaines questions dans cette dernière série d'échanges. J'invite Monsieur Achille Diagou de WRI à nous présenter son exposé qui porte sur la qualité et la portée des données OI pour la diligence raisonnée. Oui, merci beaucoup, Symphorien. Bon, je vois que ma présentation, elle est affichée en anglais. Je ne sais pas si c'est une erreur de la part d'Aurélien. Thank you very much, Aurélien, for giving me the opportunity to speak on Symphorien. So, since the beginning of this session, we have been talking about data quality, improvement of data quality through the different systems that are put in place by the various organizations that are participating in the CV4C project. The purpose of this data quality improvement was actually to fit the demand of the national data consumer, which are the forest authorities. But at one point, given that there were mechanisms put in place at the consumer countries to stop illegal logging import into their territory, the scope of looking at the information in terms of due diligence also came into place, and that is where the OTP started playing a key role, seeing how these data can be of a certain level of quality at the national level and also being used at the international level to serve for the due diligence. So I would like to present how we have been working with the different partners to make their data move towards this high level data quality. Next. So my presentation is structured in three parts. The challenges, assessing complete and coherent data on illegal practices in the Congo Basin forest sector was evident at the beginning of the project. And we started working to contribute to the data quality improvement effort during this project through several capacity building that I will be presenting. And the purpose was actually to make sure that this data can be accessible by those that need this information for decision making at the national level and also by the importers and then the enforcement agency in the consumer countries. Next. So in terms of challenges, what we have noticed is that there is an increasing
complexity of supply chain. Nowadays, we see that timber products are being exported, passing through Asia in order to reach Europe or the US, where there are more strict rules in terms of import. We have also seen that there has been increased export of to countries with less strict timber legality rules and standards. With diverse interpretation of rules and procedures, we can see that even though these import mechanisms are put in place, but the definition of due care and due diligence that importers need to put in place in order to comply with this import regulation are not always clearly defined. So everyone have to make an effort to meet these to exercise this requirement, and it is not always clear, and this is creating more complexity to those that are exporting their product into those countries. So the information also at the level of the producer countries is managed in silos with limited internet access, which makes that information that are located at one point, geographic area, cannot be accessible to another area because internet connectivity is poor. The information also are available, compiled by different stakeholders and presented in different formats, so making it difficult to aggregate these data in order to take decision based on good quality information. Next. So throughout the CV4C project, the OTP was put in place with the aim to gather data from the ground, from the different civil society organizations that were charged to conduct the independent monitoring. And as the project started through at the inception, we noticed that data were not at high quality, and each organization started putting in place specific tools in order to address the different gaps that were identified during the inception meetings of this project. So we have FODER, which has presented the standardized external independent monitoring system that was put in place during this project, and the purpose was also to provide data that can meet the criteria that were set in the OTP. OGF also worked on the QMS, the quality management system, to be able to comply with the quality requirement in the OTP, and the flag that was tasked to do the report review actually put in place the tools that he just presented in order to see how, before these data are fragmented and encoded into the OTP, there can be some cleanup before this data is made available, so that we avoid the delays that we were facing when the data were arriving to be published in the OTP, to say, oh, this report is not of good quality enough. We need to go back and review how the data, the mission was planned, how the data was collected, how the report was written was not clear. So this tool has actually been helpful, and the purpose is not to, the OTP was not to exclude any tools, but to allow each organization to understand that there's a need to change the way their mindset in terms of quality, and to put in place procedures to make sure that each person can be able to define what is quality, and then when the data is rejected by the OTP, they can understand also why it cannot be approved. Next. So the OTP actually combined two complementary features to assist independent monitors to produce reliable observation. We have the transparency modules. We have a team working on the ground to persuade logging companies to gather documents, because one of the critical element that was raised by the different civil society organization for their OGF in their presentation was the access to data, to document. So we work directly with the private sector to persuade them to make available some key documents that
are useful to understand that, to understand their operation on the ground. And this is in the ranking modules of the OTP, because this ranking module also, as they are providing this data for the independent monitoring, they are also making sure that they score high so that this information can be used by the importers to demonstrate that they are working in following the rules of the country. The second module is the independent monitoring module, which is actually built to be able to archive historical and recent practices linked to the implementation of the applicable legal framework in each country. We are able to, based on the good quality report that are released by organization, now we can compile and display each case where companies do not adhere to regulation, and this is presented in a database form with filters where users can filter and select specific companies that are of interest to them and see the number of cases that were raised by the independent monitor. There are also information on weak governance events that are identified during IM missions, so that are aiming to obstruct the compliance to the laws from the government agency. Next. So we actually support the different organizations to contribute to the Open Timber Portal Theory of Change, which is actually to make sure that the forests are well managed, with the rationale that buyers would have access to information on forestry operation, including IM observation. And then these buyers would use this information to perform their risk analysis and select more transparent producers, knowing that companies that are willing, are working in the dark, they are not transparent, they are considered as companies that have something to hide. So in terms of risk analysis, they score low at the buyer's side, and this have an impact on their sales. So the theory of change hope that as the buyers are excluding suppliers, they will actually improve their practices on the ground to meet the demand, and this will, at the end, as I said, improve the forest management practices and sustainable forest management as a whole. Next. So how did we actually work to increase the quality capabilities of the organization? This all started with an initial training workshop in Brazzaville in 2017, when the first version of the Open Timber Portal was displayed, presented to the different organizations, with how it was structured, with some generic illegalities parameters that were supposed to guide IM on how to collect information, and that can be understandable by those that are not familiar with the Congo Basin context. So this was actually the first meetings that brought the topic of good quality evidence, good quality data within the project. And in 2018, there was still some confusion in terms of definition of data quality. So every organization, as you can see, developing specific tools, but there was a need to agree on an harmonized definition of what will be considered as good quality information within the project. And yeah, we were inspired by the ISO definition, but that has to be adapted to the different legal requirements on the ground. What can be collected? What does the legal framework require, so that we can consider good information only when it
it's in line with the legal requirements, and that was the main purpose of this meeting. And we also came out with a roadmap on how each organization was supposed to work towards improvement of their quality standard. And in January 2020, we had an evaluation workshop in Libreville, when we actually evaluated and see how each organization were putting in place specific tools and method to address the data quality issues. And we can notice that, as we can see that in the chat, there were different questions asking what are the synergy between the different tools that are developed. Each organization is specific, and addressing a specific question like data quality required to make it fit with the structure of the organization. An example, if you have an organization that is led by somebody who has a strong background with in legal, which is a lawyer, for example, that the structure will also be different if you have the team leader, which is a forester or an anthropologist, depending on the background. So this structure, we actually noticed that the structure of the team that was contributing, actually performing the IM on the ground was very important. And this is how each organization started building their tools based on how they see themselves, how they want to function in terms of conducting their IM activities. Unfortunately, after January, we had the March COVID-19 breakout, and organizations started working from home. And this does not stop our effort, and we went into we established some virtual reflective committee to start reflecting on the lesson learned from inputting data into the OTP. This committee was the key partners of the project: CIDT, WRI, REM, who was a subcontractor to WRI, and then FLAG. And also with the COVID-19, also we realized that organization with the travel restriction, organization had to work from distance. So we started experimenting document-based IM, how to use data that are available on the OTP, on the public domain, in order to build a field mission and be able to identify illegalities based on what can be observed from the document, and also from the different tools like the Flag Watch and the GLAD Alert that are developed by WRI on deforestation issues. So this was also useful, and also because organizations were raising specific problems on budget for field mission. So this document-based IM was also an opportunity to test the possibility of reducing the time in the field and concentrating on remote analysis of data that are available before going on the ground, that can also reduce the budgeting. This was experimented with Brainforest in Gabon and SIED in CAR with the support of REM, and then the OGF actually was able to get a mission order to conduct this experimental IM-based, document-based IM. We also, in terms of improving the data quality, not limited the effort in the workshop. We organize field learning trip, targeting civil society organization from Renoi, and also supporting FLAG in testing the different processes of data collection, analysis, and reporting with some civil society organization in Cameroon. We also saw that the OTP was very useful for young graduates that were getting into the profession of IM to take ownership of data quality approach from the beginning. Next. Okay. Current, in terms of expansion of the tools
for organizations that are looking for data. The OTP is now available for the 5 Congo Basin countries, Cameroon, DRC, Congo-Brazzaville, Gabon, and CAR. CAR and Gabon joined the OTP recently in December 2020. So there is not much information as the other 3 countries, but we are working to increase the number, the quantity of data from these 2 countries. Next. So in terms of accessibility, use of the OTP, we can see from this map that the OTP is highly used. Companies, importers are accessing the OTP from everywhere in the globe, especially in Europe. We can see a high concentration of the yellow point showing where OTP is being used, and this shows that this is actually of interest to both the producers and the consumer countries. Next. With the demand from the Chinese, the Japanese, the Korea, and Vietnam, we actually translated the OTP into the different language because they were also willing to use the tool for the risk assessment, and they requested that the OTP should be translated in their respective languages to enable them to conduct their risk analysis. Next. Since the launch of the OTP in 2018, there has been an increased number of visits to the OTP from nearly 1,500 visits in 2018 to more than 8,000 visitors in 2020. Next. This is the peak in terms of per quarter in 2020. There is a hard peak in the second quarter of 2020 during the period where it was not possible to travel with the COVID-19 restriction. We realized that many importers, companies, many organizations went to source information during this period because when it was no more possible to travel in the field. Next. This is the breakdown of users per countries. So just to show that the different countries where the EU timber regulation is in force are actually very active on the platform, especially the United Kingdom. That is actually, we actually receive a lot of requests from them beyond just consulting without contacting us. Importers from the United Kingdom are very active and also come to us to ask questions when they are not able to understand some information in the OTP. Next. Okay, in terms of next step. Achille, il te reste 1 minute, s'il te plaît. Given the high interest of the demands, the consumer countries, and also the civil society organization that want to source data, we need to work to increase the quantity of data to be published and continue the user feedback loop to fine-tune the portal features to meet the supply chain emerging realities. Yeah, thanks. Next. Okay, OTP is designed and is maintained by the support from USAID, NICFI, and then the FAO FLECTI program, and the UK aid as well. Next. Okay, thank you very much for your kind attention and looking forward for the question and answer session. Ok, merci beaucoup Achille pour cette présentation. Comme il ne nous reste plus beaucoup de temps, on va prendre quelques questions qui sont restées en suspens. La première est pour Achille, elle porte sur l'engagement du secteur privé. Le secteur privé est présenté comme un acteur clé. Qu'est-ce qui a été fait jusqu'à présent pour engager le secteur privé dans l'utilisation de tous ces différents outils? Je réponds directement. En fait, comme je l'ai dit tantôt, en fait, nous travaillons à persuader le secteur privé à utiliser l'OTP grâce au financement britannique, donc le FCDO, maintenant ex-DFID.
On a pu mobiliser des consultants secteur privé spécifiquement au Congo-Brazzaville, au Cameroun, au Gabon, pour mener des campagnes de sensibilisation et de formation en direction des entreprises forestières. Et c'est pendant cette session de formation-là que les entreprises sont convaincues de l'intérêt de l'outil. Et nous avons, si vous consultez l'OTP aujourd'hui, nous avons pour ces pays, chaque pays qui est actif là, la plupart des entreprises qui sont au devant de la scène, au Congo-Brazzaville, par exemple, la CIB, IFO, sont toujours présents en tête. Donc, il y a cette formation, ce renforcement à l'utilisation de l'outil. Et on les utilise aussi, ils nous font des retours sur l'amélioration de l'outil. Et nous prenons tout ça en compte pendant ces campagnes. OK, merci Achille. L'avant-dernière question qui peut aussi être ouverte aux autres panélistes. Quelle est la complémentarité ou similitude entre les différents outils mentionnés pour rendre la qualité des données, la qualité des informations OI plus fiable? Je parle des 4 outils qui ont été présentés, parmi lesquels l'OTP. Bon, je peux commencer à répondre et puis les autres pourront compléter. Bon, moi je pense que dans notre présentation de l'OTP, on a présenté ce paysage des outils avec l'OTP au centre qui a une dimension beaucoup plus orientée sur le marché, donc les importateurs, les autorités compétentes. Donc, il y a la portée de chaque outil dont il faut prendre en compte. Donc, la spécificité de l'OTP, elle est celle-là, mais elle doit s'abreuver auprès des autres outils. Donc, le SNOI, lui, il a un déploiement communautaire pour collecter les informations, les traiter, les mettre à la disposition des décideurs nationaux et ensuite nous les prenons dans l'OTP. Donc c'est une chaîne, il n'y a pas de dissociation, il faut qu'il y ait cette étape de collecte de données sur le terrain pour que l'OTP puisse s'abreuver. OGF avec le SQM, le système de management de qualité qu'ils sont en train de mettre en place, en fait c'est basé sur un certain nombre de constats qu'ils ont eu à faire. C'est-à-dire, à défaut de pouvoir les critiques qu'ils ont en termes de crédibilité en fait au niveau des acteurs de l'administration et du secteur privé, ils ont vu que en fait même si l'OTP prenait ces informations et les rendait publiques sans que cela ne soit approprié par les acteurs nationaux, il n'y aura pas de changement parce qu'il ne suffit pas seulement de mettre les données dans l'OTP et puis de les rendre publiques au niveau du marché, qu'il y aura un changement. On veut qu'il y ait aussi le changement sur le terrain. Donc, ils ont mis cet outil parce qu'en fait, c'était un pont aussi pour permettre de boucler le processus de changement qui est dans la théorie OTP et en même temps, ça améliore leur crédibilité au niveau national. Merci Achille. Une dernière question pour toi. Quelle est la principale difficulté rencontrée dans le déploiement de l'OTP dans les différents pays? Les difficultés dans le déploiement de l'OTP, il faut dire que au début, les difficultés sont par acteur. Donc, on va parler au niveau du secteur privé. Ce sont des difficultés qui ont été surmontées au fur et à mesure, mais pouvoir persuader 100% des entreprises à rendre public leurs documents dans l'OTP n'a pas été facile. On n'a même pas pu atteindre ce score-là, d'avoir toutes les entreprises dans l'OTP, dans tous les pays. On continue cet effort. Donc, ça, c'est la difficulté au niveau du secteur privé. Mais on ne lâche pas, on espère que au fur et à mesure que les leaders vont adhérer à l'OTP, les autres vont suivre parce qu'à un moment donné, ça devient comme la compétition entre les entreprises. L'autre difficulté aussi, c'est celle du changement en amont. On voit que les outils qui devraient permettre d'avoir une bonne quantité des informations dans l'OTP sont arrivés
un peu à mi-parcours du projet. Par exemple, la principale source de données, c'était les rapports d'OI. On voit que l'outil VQM est arrivé à mi-parcours, à presque 1 an et demi. Donc, ils n'ont pu publier que 2 rapports qui pouvaient passer le processus de contrôle qualité de l'OTP. Donc, on n'a pas eu le maximum d'informations, de données dans l'OTP pendant les 4 années, mais les espoirs commençaient déjà à naître vers la fin. Merci, Achille, pour tous ces éléments de réponse. Nous allons malheureusement nous excuser auprès des participants parce qu'on ne peut pas couvrir l'ensemble des questions au regard des quelques minutes qui nous restent. Mais qu'à cela ne tienne, je vais signaler qu'il y a deux questions qui portaient sur l'implication de l'administration, notamment l'administration judiciaire. Et ces questions-là vont certainement être abordées lors de la session thématique qui porte sur le sujet. Il y a 2 autres questions qui portent sur le champ d'application du SNOI, notamment sur l'élargissement du champ aux autres commodités, par exemple le suivi de la gestion de la faune pour lutter contre l'exploitation illégale de la faune. C'est une question de Samuel Nandoubé. Donc, j'invite tous les panélistes à apporter des éléments de réponse dans la boîte de questions-réponses pour celles qui n'ont pas été couvertes lors de cette séance plénière. Il nous reste juste 1 minute. En 1 minute, je vais partager avec vous 2 ou 3 éléments qui ont retenu mon attention lors de nos échanges, notamment pour ce qui est des leçons apprises. On a noté qu'il était nécessaire de mieux articuler les différentes interventions pour améliorer la qualité et la fiabilité des informations collectées dans le cadre de l'OI. Également, qu'il était nécessaire d'adresser quelques défis, notamment ceux liés à la collaboration avec l'administration et le secteur privé, qui sont aussi les bénéficiaires de tout ce travail-là. La question de l'accès à l'information, du renforcement des capacités des différents intervenants, mais surtout de la coordination des actions en termes de renforcement, de partenariat et de synergie entre les différents intervenants. En termes de perspective, on a parlé de l'amélioration des fonctionnalités des différents outils et de leur réplication, soit dans d'autres pays, soit dans d'autres zones géographiques, ou pour suivre la gestion d'autres ressources ou d'autres commodités. Nous avons également parlé de l'application qui malheureusement n'a pas pu être suffisamment couverte lors de nos échanges. Sur ce, je vais remettre la parole à Aurélien pour le mot de clôture. Thank you so much for that. Symphorien was a fantastic facilitation, and thank you to all the panelists today for their presentations. And really, I just want to to say one key issue which we are really very grateful is for the European Union for providing this consistent funding to the independent forest monitoring organizations during this period, with other support from FCDO, DFID, but also other projects in the Congo Basin run by the FAO EU Flex project and the IFD, supporting really to maintain this dynamic around independent forest monitoring in the Congo Basin. It is really fantastic that the EU, DFID, and other donors made this commitment to have funding over a long period, which is a key challenge for IFM, where organizations struggle to get funding on a long-term basis. So we are particularly grateful for that support from donors that has helped our partners and ourselves to engage and to continue to work in this area. Please don't go away.
IFM is about generating evidence for decision making. The next sessions will be about how IFM information is being used on the ground for law enforcement. So please don't go away. This was the first part of this webinar to show you how the evidence is being generated. How do we ensure that the data is of high quality, that is credible? The next sessions will be focusing on how different stakeholders, the media, law enforcement, and other actors are taking advantage of the data to enforce the laws. And particularly because as we reduce deforestation, we are also, all of us, contributing to the climate change goals and the biodiversity goals that we've all set for the planet. So thank you so much again to everyone. Thanks again. And please, if you have not signed up for tomorrow, please, you're missing something. Please do sign up for the session for tomorrow, because we'll start seeing how IFM evidence is actually being used on the ground to bring about change. Thank you so much.